Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision au plateau du 10-12 Le Zénith. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2019 alors que le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur va procéder ce jour à l'installation de la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1, Madame Suzanne Mengenzomo, née Thiam Ondo, magistrat hors échelle, conseiller à la Cour suprême, juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha en Tanzanie. Elle va donc évidemment être, comme je vous l'ai dit, installée comme présidente du conseil d'administration de cet établissement public, alors même que la loi de 2017 régissant cet établissement public parle en son article 59, dispose clairement ceci, et je vous cite, article 59, les fonctions de président et de membres de conseil d'administration d'établissements publics sont incompatibles avec celles de parlementaires, de magistrats exerçant auprès d'une juridiction ou de membres du conseil constitutionnel. Voilà, madame, monsieur, encore là, le non-respect des lois, une loi de 2017 qui n'est pas respectée. On voit très bien que là encore, les incompatibilités n'ont pas été respectées et c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui, dans un communiqué, déroule clairement les autres fonctions de Madame Suzanne Mengenzomo. Ce n'est pas nous qui avons déroulé ces fonctions-là. C'est dans le communiqué qui annonce l'installation à son poste de présidente de conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. On parle également ce matin, madame, monsieur, du décès du général de division James Tato, qui est mort à l'âge de 86 ans à l'hôpital américain de Neuilly en France. On peut évidemment s'interroger sur ces nombreuses pentes du régime qui continuent donc, comme vous le voyez, à bénéficier des évacuations sanitaires, alors même que le Cameroun, comme on le voit très bien, est un pays qui croule sous une pauvreté galopante et dominante. Comment se fait-il que toutes ces personnes qui, au soir de leur vie, exigent toujours d'aller se faire soigner à l'étranger, pourtant au Cameroun, ils n'ont rien fait ou elles n'ont rien fait pour évidemment faire en sorte que le Cameroun puisse avoir des infrastructures, des équipements qui puissent les accompagner à la mort. On se rappelle du décès de l'ex-DCC qui avait lui également été remarqué à Suisse, à Genève, lui qui était mort évidemment à l'étranger suite à une évacuation sanitaire aux frais du contribuable camerounais. On se pose bien ces questions-là. Est-ce que, en étant aussi vieux, on doit encore aller se soigner à l'étranger? On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a à aller mourir en Europe pour ces Camerounais-là? Ne faut-il pas mieux mourir au Cameroun et de mettre en place des équipements qui nous permettent d'accompagner notre départ de la terre? En tout cas, toutes ces questions-là, nous les évoquons parce que nous sommes interloqués et berlieux, scandalisés par cette manière de gouverner le Cameroun. Madame, monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Donald de Brice-Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour les Foupoussi, bonjour à nos téléspectateurs. J'écoute avec une relative curiosité beaucoup de Camerounais, parfois avec un confort intellectuel respectable. Beaucoup de Camerounais, même des personnes d'un certain niveau intellectuel, se demander pourquoi le chef de l'État ne nomme pas des personnalités de leur département, de leur région. Eh bien, je leur dis que ces nominations n'ont aucun impact sur le bien-être, les conditions de vie des citoyens. Pour ceux qui n'y croient pas, je vous renvoie à la situation socio-économique de la région de l'extrême nord. C'est l'une des régions qui a le plus d'élite. Eh bien, c'est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. C'est la région du président de l'Assemblée nationale. Il faut également le signaler. Depuis très longtemps, Kavaïge Djibril, mais pourtant là-bas chez eux, on voit très bien que les populations souffrent de tout. Pour dire de tout. Santé, éducation, eau, rien n'y passe. Santé, éducation, eau, électricité, rien n'y passe. Il y a moins de 2 mois, des enfants sont morts là-bas en allant chercher de l'eau potable. À Wolordé, plus précisément. Donc c'est pour dire que ceux qui en appellent à la nomination de leurs fils et filles à des fonctions de responsabilité au sommet de l'État, ce n'est pas cela qui permet d'améliorer vos conditions de vie. C'est le discours que le gouvernement ou que le régime à Yaoundé souhaite faire entretenir dans l'esprit des Camerounais, comme quoi si on nomme un fils de chevaux, on vous a récompensé. Ce n'est pas là. La récompense n'est pas la nomination d'un fils
d'un terroir. La récompense est la construction des infrastructures de santé, de routes, d'éducation qui permettent donc à ces populations d'elles-mêmes avoir la chance d'évoluer. Vous avez raison, Monsieur Kamgan, de faire ce coup de gueule ce matin. On vous retrouve à 10h40 pour votre colère, comme chaque matin. Nous serons au rendez-vous pour vous écouter. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi et bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, depuis hier, il y a une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Les gens s'arrachent, se les partagent. C'est plusieurs vidéos démontrant une femme se faire malmener, soit dit-on, en passant par des forces de l'ordre. Mais il y a aussi une voix qui nous dit que c'est un ministre camerounais qui fait mettre hors de sa maison sa femme et ses enfants. Mais de toutes les façons, au courant de cette émission, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous saurez la vérité. Voilà, vous ne citez pas le nom de ce ministre, pourquoi? Vous craignez quelque chose? Pour l'instant. Bon, Bengal, vous comprenez que je sois un tout petit peu surpris de cette cachotterie qu'elle nous fait ce matin. Karine Sontia, qu'on va retrouver à 11h06 pour la revue des réseaux sociaux, madame, messieurs, au cœur du 10-12, le Zénith de ce jeudi 25 juillet 2019. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je porte en ce moment des dossiers d'annulation des titres fonciers au préjudice des villageois dans des villages comme Gangha, Ngambaka, Mbelel, Mbe, Martap, et ainsi de suite. Ce n'est pas moi, c'est Prosper Nkumvondo, le professeur enseignant de droit, qui le dit. Il dit qu'il engage maintenant un combat contre le régime qui a donné naissance aux colons fonciers. Il l'explique en disant que dans tous nos villages, à Kribi, dans tout le pays d'ailleurs, les sous-préfets, les préfets, les magistrats, les milliardaires, ils ont pris par extraordinaire, ils ont obtenu de manière frauduleuse et irrégulière des titres fonciers, quelquefois même sur la tombe des ancêtres des villageois. Comment cela a-t-il été fait? Le professeur Nkumvondo a engagé un combat pour l'annulation de ces titres fonciers. Bon combat, professeur. Merci. Voilà. La protection des populations autochtones, là encore, sur la question foncière, bon, au Bengal, c'est une grande question. Une question, d'ailleurs, c'est important que c'est le professeur Nkumvondo qui adresse ce type de question-là pour interpeller à la conscience nationale. Là, je prends un terme cher à M. Kamgan, pour interpeller ce matin la conscience nationale sur ces questions-là qui créent beaucoup de frustration et qui pourraient être une poudrière pour ce pays, parce que de nombreux sociologues le disent à suffisance, le Cameroun pourrait être déstabilisé, pas parce que les Américains, à leur congrès, nous disent qu'il faut du fédéralisme, mais parce que dans ce pays, nous avons des autorités qui permettent à des personnes sans foi ni loi, qui, parce qu'elles ont l'argent, peuvent venir saquer, détruire les symboles ancestraux, comme on le voit, et construire sur des tombes. C'est tellement grave, monsieur Fopossi Negou. On pensait que lorsqu'on désignait un sous-préfet, président de la commission de délivrance, de la commission consultative de délivrance des titres fonciers, il est plus proche, parce qu'on dit approcher l'administration des administrés, il est plus proche des administrés, donc des villageois. Mais maintenant, comment se fait-il que vous êtes installé quelque part? Nous, à notre époque, on n'avait pas de titre foncier, mais vous ne pouviez pas venir arracher mes terrains. Vous saviez d'office, même si je mourais, dire à mes enfants que non, le terrain là, c'est le terrain de votre papa. Mais les sous-préfets s'arrangent à monter des dossiers pour faire obtenir des titres fonciers aux milliardaires, aux magistrats, eux-mêmes, même là où il y a les tombes de nos ancêtres. Voilà. Et on vous dit, non, ce n'est pas possible. C'est grave, c'est très très grave. On aura évidemment l'occasion, madame, monsieur, d'évoquer ces sujets-là et d'autres sur le plateau du 10-12 le Zénith. On va démarrer avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. On va commenter, décrypter tout cela juste après le conte. On va dire ça comme ça? Oui. C'est le conte? Compté par. Pour écouter. Je crois que l'expression normale m'échappe un tout petit peu. C'est ça? L'histoire? Non. Est-ce qu'on dit le conte, là, oui, monsieur Kamgan? On dit un après conte. le récit. Après le, voilà. Bon, le récit. Le récit, voilà. Le récit récité par
Non, pas le récit récité. Vous Le gâtez. récit compté pas. Le récit compté. Le récit. Ah, d'accord. Bon, mais vous êtes, vous avez une inspiration. Vous avez débordante ce matin. Donald parle de récit. Vous dites récit compté. Non, compte. Le Récit compté. pas. Ou bien Ok. compte récité pas. Récitez pas. Voilà, ou compte récité pas. Tout Ok. à fait. D'accord. Mais Oui. avant de Dominique réciter le Audrey, conte, d'accord. j'ai une question Allez-y. aux hommes du plateau. Comment on sait sans faire un test? C'est vous les pères. Comment on fait pour savoir qu'un enfant est le nôtre sans avoir fait un test ADN? J'aimerais savoir. Jean-Michel Cancan a répondu. Quand je regarde ton yeux, je sais que c'est le yeux d'un bandit. Non, oui, il y a des signes distinctifs sur l'enfant. Nous, on ne se trompe pas. Quelquefois, on ferme les yeux, on ne dit rien, mais on sait que cet enfant n'est pas le mien. Voilà. Alors c'est ça, c'est l'histoire. C'est un secret réservé justement pour les gens d'un Aux certain âge. initiés. C'est donc l'histoire de ce matin. Aujourd'hui, on parle d'Ali. Ali a 30 ans, il a un emploi. Jusqu'à l'année dernière, il était célibataire. Il y a des groupes WhatsApp où on organise des rencontres entre les membres, on boit, on échange et autres. Et l'année dernière, justement, son groupe a organisé une rencontre. Et durant cette rencontre, il a flashé sur une jeune fille avec qui, dès le premier soir, ils ont entretenu des rapports intimes et la relation a débuté ce jour-là. 2 mois plus tard, la fille tombe enceinte. Elle dit à Ali, je suis enceinte de toi, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit non, on garde le bébé et tout. Donc, l'enfant est né. La maman d'Ali est venue du village il y a 2 semaines pour voir sa petite fille. Bon, puisque la maison était petite. C'est une fille. Oui, c'est une fille. Elle a accouché d'une fille. Donc, sa maman est venue passer 2 semaines avec sa petite fille, entre guillemets. Et puisqu'elle était sur le départ, elle a appelé son fils en aparté et elle lui a dit « Cet enfant n'est pas de toi parce qu'il n'a pas la marque des enfants de notre famille. » Depuis le départ de sa mère, Ali retourne l'enfant dans tous les sens. Il est en train de chercher un signe distinctif parce que sur son corps, il dit qu'il ne voit rien de particulier, mais il s'attend à voir un distinctif sur son enfant. Donc, la question qu'il nous pose aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait qu'un enfant est le nôtre sans avoir fait un test ADN. Est-ce que sa mère n'est pas à côté de la plaque? Il Alors, aimerait savoir. La marque des enfants de notre famille. Oui. Absolument. Bon, vous voyez, je marque un temps d'arrêt parce que ça ressemble à un film hollywoodien. La marque des enfants de notre famille. Ça, c'est Nollywood plutôt. Oh, en Hollywood, la marque des enfants. C'est quoi? C'est un gros nez? C'est des gros yeux? Il y a des petites Non. taches parfois. C'est quoi? C'est des taches? C'est la couleur de la peau? C'est quoi? C'est le cou qui est bizarre? Il y a des C'est différences. les cheveux? Je pose la Les question. ongles, peut-être. Les ongles. Bon, moi, j'en sais rien. Ça semble faux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, bon, d'abord, premier élément, on doit saluer ce Ali. Vous savez, cette émission est une émission avant-gardiste des responsabilités. Le gars n'a pas cherché à savoir si les ordonnées se rencontrent avec les abscisses ou si cosinus est bien réglé avec le théorème de Thalès et du sinus et ceci. Ouais. Le gars, il a pris en charge la fille en question, il a pris en responsabilité l'enfant, la grossesse. La femme a été entretenue, elle a fait ses visites comme il fallait, elle a accouché. Donc ce type de comportement ne saluait pas ces hommes parce que on est quand même où de nombreux hommes sont devenus très responsables. De nombreux hommes trouvent toujours des prétextes pour se débiner, pour s'écarter, pour fuir, pour s'écarter. Peut-être la pauvreté, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça pose un réel problème. On a vu des gens prendre en charge des enfants qui n'étaient pas les leurs. On a vu des gens prendre en charge des enfants qui n'étaient pas les leurs. Quel est le rapport qu'il a avec la mère de l'enfant? Visiblement, il semble être éperdument amoureux d'elle. Il semble vouloir construire la vie avec elle. Donc, toutes ces questions qu'on adresse maintenant, je me dis, ça semble être le diable qui est en train de vouloir s'immiscer dans cette affaire. Il y a un diable qui est en train de vouloir s'immiscer et détruire ce que ce monsieur est en train de vouloir construire avec cette femme. Je m'en voudrais si je ne commence pas comme ça ce matin. Je sais que les uns et les autres sur ce plateau sont en train de me dire qu'est-ce qu'ils racontent. Bon, je commence par vous, Karine Sontia, ce matin. Vous dites quoi? Est-ce que parfois on dit que ce n'est que la femme qui connaît le père de l'enfant, le vrai père de l'enfant, hein?
Vraiment. Et même si ce n'était pas son enfant. Et même si ce n'était pas son enfant. Ce sont toujours nos enfants que nous élevons. Ça veut dire quoi? Et même si cet enfant n'était pas le sien, on lui il a a menti. pris un engagement, il est un homme, il assume. Parce que ce n'est pas parce que c'est un enfant qui vient de votre spermatozoïde que vous devez prendre soin. Si cette fille a dit que c'est toi le père de mon enfant et que ce n'est pas le vrai père de son enfant, ça veut dire qu'elle l'a choisi, lui, comme père Étant le père. potentiel, père de son enfant, parce qu'elle sait qu'il est un homme responsable. Ça a quelle signification? Il est capable de prendre soin d'elle et de son enfant. Vraiment. Même si, je dis bien, même si ce n'est pas son enfant. Qu'il ne prenne pas pour prétexte que sa maman a dit que, vraiment, qu'il continue à prendre soin. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à démarrer une relation sur des bases aussi mensongères? Alors, il y a plusieurs raisons. Vous venez de nous parler des responsabilités. Il y a des hommes qui sont capables de faire des enfants avec des femmes et de fuir. Ou encore une femme, elle se rend compte qu'elle est enceinte d'un monsieur, mais elle constate aussi que la personne n'est pas digne d'être un père pour son enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle doit coller ça à un autre. Elle préfère attribuer... Doit-elle coller ça Elle à un autre? préfère attribuer la paternité de son enfant à une autre personne. Je ne dis pas que c'est bien comme, ou quoi que ce soit. Je suis en train d'expliquer ce qui peut se passer. Maintenant, par rapport à l'histoire du jour, la maman a découvert que l'enfant n'a pas la marque des enfants de la famille. Généralement, ces marques-là viennent souvent du papa. Maintenant, je ne sais pas si dans cette famille, ça vient aussi de la maman. Parce que selon ce qu'elle dit, c'est sa famille dans l'histoire. Et aussi, dans cette histoire, le garçon dit qu'il a retourné l'enfant dans tous les sens. Il n'a rien vu. Il n'a même pas vu de traces. Il n'a pas vu de cicatrices, de forme de brûlure. Il n'a pas vu de points de grains de beauté ou autre chose. Il n'a pas vu de taches de rousseur. Il n'a pas vu quelque chose. Il n'a rien vu. Et Ce que vous faites là, c'est du vaudou. Hein? C'est la Non, pure sorcellerie. Non, mais c'est pas vous possible. prenez avant, vous fouillez. Mais c'est ce qu'il dit dans l'histoire, qu'il a retourné l'enfant dans tous les sens, il Il n'a voit rien rien. vu. Je n'invente rien. C'est l'histoire qui nous dit ça. Je pense que, sauf si... Non, mais c'est du vaudou. Non, mais sauf si sincèrement, non, l'histoire mais nous a été mal contée. est-ce que vous cautionnez ça, justement? Mais oui, Mais vous semblez y croire. Mais Dieu j'y- comme fer. mais si la maman a dit que l'enfant n'a pas la marque, lui, dans sa tête, il se dit que la marque doit être physique. Parce qu'elle n'a pas donné plus de détails. Elle n'a pas dit que les enfants de chez nous, quand ils naissent, ils font un peu comme les fous. Elle n'a pas dit que les enfants de chez nous, quand ils naissent, ils bavent. Elle n'a pas dit ça. La marque qu'elle dit a l'air pour le garçon physique. Raison pour laquelle il fouille. Il faut qu'il soit sûr par rapport à la marque de la maman. Peut-être que c'est une dent cassée, peut-être, je sais pas. Non, il y a d'abord qui n'est pas La dedans. maman n'a pas peut-être que cet enfant devait naître avec les dents. Vous faites là du vaudou. Hein? Non, Vraiment. mais c'est Ouais. possible. Il y a des enfants qui naissent avec une dent ou deux dents. Vraiment, il y a des enfants qui naissent comme ça. Et cassé. Peut-être que cet enfant En n'est pas plus, né avec la dent cassé. en question. En plus, elle est parce, cassée. parce que par rapport à l'histoire du jour, moi je vois pas où ce garçon va aller trouver Non, mais, la marque de la famille. par-delà tout, est-ce qu'il faut donner du Du crédit crédit à ces incantations? Je veux C'est dire pas que- une incantation, monsieur Fopossi. Vraiment pas du tout. C'est pas une incantation. Il y a des familles où des parents, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils laissent des traces sur les enfants. Ça peut être à divers endroits. Moi, j'ai vu quelqu'un, je connais quelqu'un qui a reconnu son enfant seulement à partir de cette Et la trace peut être quoi? J'ai bien énuméré, j'ai dit ça peut être sous forme de brûlure, comme une brûlure normale. C'est Ça une peut trace, être- ça, une brûlure. Oui, c'est une marque. Ça peut être comme une brûlure et pourtant, vous n'avez jamais été brûlé. Vraiment pas du tout. Je dis, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Quelqu'un qui a retrouvé son enfant à partir Décidément, de cela. vous faites de la sorcellerie. Non, du tout. Mais si vous croyez à la tradition africaine, monsieur Foupoussi, ne me dites pas que vous n'allez pas croire aux marques. Ah, mais non, vous avez quand même un bon morceau sur ce plateau, c'est pas ça. Maintenant, pour revenir à l'histoire du jour, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire Mais qu'il se rapproche de sa maman pour qu'elle lui donne plus d'informations. Parce que il n'arrive pas à y croire, il veut voir. Mais pour le voir, il faut Non, qu'il mais ait il plus dit, d'informations. non, il semble, enfin, je veux dire, Dominique Audrey, il semble souscrire à l'hypothèse de sa mère, non? Oui, puisqu'il Aujourd'hui, là- remet tout en question. Il Ouais. remet en question justement parce que il pense que sa mère peut avoir raison. Mais s'il fouille, ça veut dire que sa mère, pour lui, peut aussi avoir tort. D'accord. Parce qu'il ne voit pas de traces. Ok. Alors, Donald, vraiment, sur l'histoire de ce matin, quelle est votre position? Non, cette mère fait de la sorcellerie.
Elle fait de la sorcellerie. D'abord, Ça m'étonne pas de Décidément, vous. il a une dent Non, contre la les parents. Ça m'étonne pas de vous. la fille, Oui. j'apprends qu'elle a 25 ans. Mhm. Non, d'abord, il faut commencer par là. Ma chère, à 25 ans, première rencontre avec un homme. Tu couches avec Sur lui. WhatsApp. Sur WhatsApp, à partir d'un groupe WhatsApp. Non seulement tu couches avec lui, mais tu y vas sans préservatif. À 25 ans. C'est faux. Elle fait quelque chose. Non, sincèrement. Non. Non. Je peux comprendre que pour une première relation, peut-être que tu veux t'amuser. Oui. Ça arrive. Oui. Mais à 25 ans, tu y vas. Pour la toute première fois avec un homme, tu ne mets pas de préservatif. Ça, c'est d'abord à condamner. Non, mais c'est pas elle. L'homme aussi aurait dû lui aussi mettre. Pourquoi toujours reprocher femmes, cela à la femme? Les femmes, contrairement aux hommes, sont plus exposées au MST. Ça, il faut le savoir. Les femmes sont plus exposées, à certaines maladies sexuelles que les hommes. Ça, c'est cette fille qui devait, puisque l'homme a 30 ans, il a une certaine maturité. Sa il a- Si, peut-être était qu'il a ma- déjà- maturité a empêché cet homme de peut-être marcher qu'il a- avec du préservatif dans peut-être sa qu'il a poche. déjà même des projets de mariage, peut-être qu'il veut déjà un enfant, peut-être que lui, il était déjà disposé à avoir un enfant. Je ne suis pas sûr que c'est le cas pour cette fille. Mais il est aussi Cette fille, C'était aussi sa première rencontre avec la fille. Non. Lui aussi pouvait choper une maladie. cette fille, elle devrait se poser un certain nombre de questions, d'abord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je connais des familles où, effectivement, on pense que les enfants ont des marques. J'ai eu un ami qui était dans une famille où la marque, c'était au niveau de l'œil. Bon, ce qu'ils appellent marque, c'était au niveau de l'œil. Puisque la sœur de cet ami dont je parle n'avait pas de marque. Lui, depuis l'enfance, on sait que sa sœur n'a pas de marque. Mais lui, il a une marque au niveau de l'œil. Tout le monde a Qui ça. permet il semble qu'il y a 2 autres personnes dans la famille qui ont ça. Ils disent que c'est la marque de la famille. Ça n'a aucun sens. Je peux comprendre que parce qu'au Cameroun, on ne fait pas de test d'ADN, que les gens disent que, bon, à partir C'est déjà d'un divague. certain signe de distinction, non, ça n'a rien à voir. Vraiment. Que Ali prenne soin de son enfant. Et peut-être que c'est le prochain président de la République du Cameroun. Ah, Qui sait? c'est pour ça qu'il doit s'occuper de l'enfant. Oui, il doit s'occuper de son enfant, mais ce sont des histoires que cette mère raconte. Ce sont des histoires. Vous avez réussi à me sortir de moi avec votre manière Non. de déclamer votre point de vue ce matin. Quand vous dites que ce sont des histoires, c'est compris, Donald Brice. Alors, Si bon, elle n'a on pas verra. d'argent pour faire Oui, le test d'ADN, Tout à fait. qu'elle nous dise, qu'elle lance un appel à la solidarité nationale. On cotise, on fait les prélèvements, on va aller en Europe comme ça se fait. C'est un peu cher, mais on peut y arriver. D'accord. Si elle va à tout prix se rassurer que c'est Ok. le fils de l'enfant, Oui, bon. vous lui racontez des conneries. Bon, après, il faut toujours un tout petit peu prendre au sérieux ce Ce que que les nos parents mères disent. nous disent. Il faut toujours prendre au sérieux ce que nos mères nous disent. Hier, Parce il que disait elles que ont ce pas- sont des avis. Mais c'est pas une loi. Oui. Alors, bon, vraiment. C'est pas encore moins le droit de veto. Ok, mais c'est important. Bon, Bengan, sur l'histoire de ce matin, vraiment, pour qu'on s'entende, qu'est-ce qu'il faut savoir? Non, il faudrait que, je pense qu'il faut d'abord, comment je veux dire, que ce garçon, il fallait qu'il s'approchait de sa mère pour connaître un certain nombre de choses. Et la maman lui aurait donc donné certains détails. Premièrement, quels sont les signes distinctifs des enfants de leur famille. Deuxièmement, qu'un enfant, d'où qu'il vienne, on l'élève. Mais pourquoi cette précaution, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que les enfants qu'on adoptait, qu'on attribuait de manière, j'allais dire, comme disait Sontia tout à l'heure, à la parenté irresponsable de quelqu'un qu'on attribuait à un autre, est-ce qu'on les rejetait? Non. 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 Justement, je comprends aujourd'hui que le logiciel occidentalisé vous amène à, j'allais dire, à cet individualisme-là. Non. Qu'est-ce que la maman dit et pourquoi on ne tenait pas à cela? C'est-à-dire quoi? Un enfant, on préserve la famille. Les liens de sang, on voudrait que la famille soit pérenne. Pérenne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de relations incestueuses. Vous pouvez tomber sur votre cousin, sur votre cousine, et vos enfants, par les liens génétiques, vont mourir, les enfants qui naîtront de ces unions-là. Tout à fait. C'est ça qu'on préserve. Et
C'est donc pour cette raison que nos grands-mères, nos mamans, lorsqu'il leur arrivait de commettre, de tromper leur mari et d'attraper une grossesse ailleurs, on le rapportait à la famille. On savait bien que tel enfant, c'est le fils de tel. Mais votre parent, que celui qui est le mari de votre maman, ça reste d'abord un secret de famille. Mais on vous l'élève en fonction de cela. Vous êtes la famille. Et c'est pour cette raison qu'on disait généralement que c'est normal que ce soit ton frère, ton cousin, pour que le sang reste au niveau de la famille. Parce que dans le cas quand l'enfant sera épanoui demain, vous n'allez plus contrôler ses relations intimes qu'il va entretenir. Donc cet enfant, garçon ou fille, peut tomber sur son frère et ils vont donner des enfants mongoliens, ils auront des tares et tout, on ne saura jamais. Et on va vous dire, ah oui, les maladies rares, non, beaucoup de maladies sont génétiques. Comment éviter donc ces maladies génétiques? Maintenant, pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, effectivement, il existe, chaque famille a des signes distinctifs. Moi, que ce soit moi, mes frères et tout, si on ne peut pas les tromper. Je peux me taire parce que, bon, ils ne sont pas dans le même logiciel que moi, mais je peux venir, je trouve la femme de mon frère, le bébé qui a à peine 2 heures. Je saurais si c'est l'enfant de mon frère ou pas. Comment? Mais j'ai des signes distinctifs. C'est justement, il faut les apprendre auprès de papa. On vous dira. Vous avez parlé, c'est même physique. Est-ce que les ongles ont une certaine déclinaison? Est-ce que les oreilles? D'abord, le regard des enfants. Il y a des signes de chaque famille. Qu'on ne vous trompe pas, ça existe. C'est précisément parce que les Occidentaux n'ont pas su que nous, que savons que le cosmos a les origines quantiques et vibratoires, et que c'est la mathématique qui obéit, monsieur. C'est la mathématique qui est la loi de l'univers. Donc, ce qu'on appelle la géographie, la géométrie spirale, on l'apprend. Vous avez des enfants d'une même famille qui se ressemblent. Oui, je peux vous garantir que personne n'a compris votre idée. Voilà. Le cosmos a les origines quantiques et vibratoires. Oui. Nous le savons au moins 1 million d'années avant Jésus. Et que la loi universelle qui régit l'universel, c'est la mathématique. Et que cette première loi, c'est la géométrie spirale. On peut le faire, la géométrie spirale, on peut y aller. Donc vous qui pensez que la science, votre pseudo-science occidentale d'aujourd'hui n'a même pas encore découvert le verbe. Et c'est ça donc. Non, je veux dire, c'est pas une pseudo-science quand même. Non, c'est une pseudo-science. On en a quand même l'aviation. Vous avez les enfants de familles différentes. Vous avez les enfants de familles différentes qui ont les mêmes tâches, les mêmes signes, au même endroit. Et il y aura au niveau du pouce, au niveau de l'œil. D'accord. On vous donnera, il y a un signe marquant. Si vous ne savez pas, ne dites pas que vous n'avez pas. Moi, je ne sais pas comment on conduit un avion. D'accord. Mais je ne dis pas que ceux qui conduisent un avion sont des sorciers. Ils ont appris à conduire l'avion. D'accord. Donc, ce que vous appelez les supraconducteurs, là, on les connaît. D'accord, bon, c'est compris. C'est compris. Il y a des signes distinctifs pour chaque famille et que cette maman ne veut pas perturber le couple de son fils. Les signes distinctifs chez nous, c'est les yeux. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Donc, alors, ça existe. Chez qui? Chez nous. Ah, dans votre famille? Oui. Bah, moi, je vais aller chercher. Chez nous, c'est la taille. Il n'y a personne qui a le genre de yeux que vous avez? Il y a une manière pour les bébés qui viennent d'être chez nous de montrer leurs yeux. Absolument. Oui. Donc, attention. Voilà. Oui, c'est donc, attention. Si vous venez très mal. Alors, Dominique Audrey. Moi, je suis plus touchée par le type de rencontre. Aujourd'hui, on a énormément de groupes WhatsApp et les gens se rencontrent comme ça. Moi, je me demande, c'est quoi le projet derrière ces groupes-là? Moi, je pensais que c'était des groupes où on se retrouvait pour faire connaissance. Non, parce que vous avez refusé que vos parents vous choisissent des maris. C'est ça le problème. Il n'y a aucun problème à rencontrer les gens dans les groupes WhatsApp. Il n'y en a aucun. Et par la suite, on fait des rencontres physiques, des rencontres réelles. On apprend et ça finit par des enfants. Et il y a des couples qui se sont formés. Et qui sont heureux. Bon, moi, j'en connais pas. Au départ, des contacts à partir des groupes WhatsApp moi, et Facebook. J'en connais pas. Parce que ça finit toujours en sucette. Oh, oui. Pour les cas que vous connaissez. Moi, j'en connais.
Je connais des couples qui ont déjà 3, 5 ans de vie. D'accord. En tout cas, contact sur Facebook. En tout cas, les relations via les numéros et autres WhatsApp, Facebook, là, vraiment, c'est... Pour moi, c'est à proscrire. C'est à proscrire parce que généralement, ça tourne mal. Voilà donc une fille qui va peut-être se retrouver avec un enfant toute seule parce que sa belle-mère, entre guillemets, estime que l'enfant n'a pas les traits des enfants de chez eux. Comment elle va donc faire? Les tests coûtent cher et je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Elle va se rapprocher de Kidam Bombo qui va lui dire, ok, viens avec le père de l'enfant, viens avec la grand-mère et autres. Également, l'aspect des relations sexuelles le premier jour à cet âge-là, vraiment les filles. C'est pas pour dire que je suis un exemple ou bien pour m'ériger en donneuse de leçons, mais quand même... Parce que je vous aurais arrêté. Non mais attendez, quand même, je peux dire que... Vous venez jouer les moralisatrices? Non. Non, pour ceux qui me connaissent savent que moi je suis quand même honnête de dire que au moins une fois dans sa vie on peut faire ce genre d'erreur à un certain âge. Mais maintenant, passer à un autre âge, on ne peut plus se... Imagine que c'était pas la grossesse et que c'était une maladie qu'on n'aurait pas pu soigner. Qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Parce que la grossesse, bon, l'enfant c'est une très bonne chose, mais maintenant la maladie. Donc, on profite pour dire aux enfants qui sont en vacances et en congé que si vous allez dans les groupes, les rencontres au WhatsApp, vraiment, faites très attention. N'allez pas faire ce genre de choses-là. Vous avez beaucoup changé, Dominique. Ah bon? Oui, vous avez beaucoup changé. Il y a des préservatifs. Vous êtes devenu très... Parce que je me rappelle de vos prises de parole avant ici. Bravo. Non, ça dépend du sujet. Dominique est resté la même, mais ça dépend du sujet. Merci, Mbombo. Nous avons le devoir et la responsabilité de lui dire qu'elle est sur le bon chemin. Parce qu'elle fait après dérouter. Soyons idéalistes. Non, ça dépend du sujet. Soyons idéalistes, mais en restant réalistes. Oui. Cette fille a 25 ans. Moi, à 25 ans, il n'y a aucun problème. À voir. Une fille ait des rapports sexuels. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'elle s'est protégée? Le premier jour... Pour moi, c'est le contexte. Non. Oui. Soyons réalistes. Aujourd'hui, on se donne de la valeur. À 25 ans, les filles sont depuis très longtemps, oui, tout le monde le sait. actives. Oui. Ça, c'est connu. C'est clair. Maintenant que le premier jour, sans vraiment connaître l'homme, tu vas avec lui sans préservatif, sans aucune protection. Même avec un préservatif. Qui est regrettable. Bon. D'accord. Merci Dominique. Oui, c'est bon. Mais même avec un préservatif, vraiment. Un homme ne vous prendra pas, il ne vous prendra pas au sérieux. Parce qu'on s'est rencontrés sur... on a mis le lien Facebook retrouvé dans notre groupe causerie, machin, truc. Vous vous retrouvez là-bas, photo et identification, vous postez et tout. Et ça suffit pour que le même soir, ou bien une semaine après, on s'envoie en l'air. Pour être ensemble, ils n'ont pas besoin de 5 ans pour se connaître. Non, ne pas... Oui. Alors, je ne sais pas comment le sujet a dévié sur ce terrain-là. Vraiment, je ne sais pas comment. Moi, il me souvient quand même qu'on doit d'abord sauver cet enfant bâtard, cet enfant qui pourrait être bâtard, pardon. Cet enfant qui pourrait être... pas bâtard. Non, il n'est pas bâtard, il est un père. Il a un père. La mère a choisi un père. Non, ce qui est sûr, la mère ne peut pas dire ça pour rien. Il y a un risque que cet enfant soit bâtard parce que ce garçon semble être endoctriné par sa mère. Et il est même sur le plan de céder au stratagème de sa mère. Donc actuellement, il faut faire attention. Ce qu'il doit faire, et comme on l'a dit ce matin, c'est de ne pas céder à ce qu'a dit sa mère, même si jamais il y avait une possibilité que l'enfant soit de lui, qu'il assume la responsabilité, comme il a commencé à l'assumer, et reconnaît cet enfant comme le sien. La fille semble l'aimer, ils vont construire une vie ensemble. Il doit assumer si la fille lui dit la vérité. Voilà. Parce que l'enfant là va grandir avec un père qui va toujours le regarder un genre en disant peut-être l'enfant s'il n'est pas le mien, peut-être qu'il est le mien. Il faut qu'il dise la vérité. S'il entre dans le logiciel de sa maman, cet enfant pouvait même naître métis. Il l'aurait adopté. Parce qu'on a vu ça chez nous. Voilà, quand vous entendez le vieux d'Agatha Moudou. Donc, c'est pas ça. Le problème qu'on préserve, c'est que sa maman va lui apprendre qu'on ne sait jamais. Vous pouvez même faire l'enfant avec vos propres spermatozoïdes qui devient fou de l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, préserve, tous les enfants sont les nôtres. Mais on doit seulement préserver les liens de sang pour que demain, la descendance soit pérennisée. Voilà. Karine, quelques messages, vous en Oui, Marcel de Daïdo à Douala, s'il vous plaît, de remettre tout sur le dos de la sorcellerie. Cet enfant est né dans des circonstances un peu bizarres.
Et il faut savoir, les mamans ont un sixième sens ajouté aux expériences de la vie. Donc, je pense qu'il faut accorder le bénéfice du doute à son pressenti. Un autre message, tous mes enfants naissent avec 6 doigts, même avec des mères différentes. Ça, c'est un message qu'un téléspectateur. C'est signé là? Non, n'a pas signé. Ça veut dire qu'il y a des signes distinctifs. Nous avons fait le croisement en classe de terminale. La mère du jeune homme peut se tromper parce que la fille est dominante et l'homme récessif. Donc, Oui. le caractère de l'homme est caché. Dieu me nie, tchaï Dieu qui nous C'est envoie. vrai. Par exemple. Par exemple, oui. Voilà. Par exemple. C'est ce qu'on appelle trivialement un sang fort. Voilà. Oui, au quartier. Vous voyez, oui. une personne dit que moi j'ai un sang fort. Donc vous faites n'importe comment avec l'enfant, avec cette personne-là, l'enfant ressemblera toujours que ce soit le garçon ou la fille. Et la marque de la famille finira par disparaître. Voilà. Il y a des enfants chez qui les caractéristiques, les caractères Les caractères du père récessifs sont dominants. vont apparaître. Oui, mais quand la maman insiste, ça veut La dire mère. qu'elle peut aussi appartenir à la famille des initiés comme moi. Et là, il n'y aura jamais de sang qui puisse dominer le vôtre. D'accord. Bon. Je ne jette pas Donc, cette hypothèse. vous voulez dire qu'il y a- Votre hypothèse est vraie, mais je vous dis, si la maman insiste, ça veut dire qu'il y a des familles des initiés comme nous. Bon. Donc, Ok. Oui. Ok. Moi, je dirais qu'une famille peut bien avoir une marque. Et si l'enfant a ressemblé à sa maman parce qu'elle a un sang fort, donc il peut être le père malgré qu'il n'a pas de marque. Lors depuis Yaoundé Anguissa qui nous écrit ce matin. Merci. Il doit tout de même Alors, avoir un pour trait. l'histoire du jour, je pense que Léo ne supporte pas la responsabilité et veut s'en débarrasser. Notre enfant n'est pas seulement le fruit de nos entrailles. Et si la mère de l'enfant lui fait ce privilège d'être père, qu'il rend grâce à Dieu et s'en occupe, Dieu fera le reste. Douglas Ngoya depuis Loum qui nous écrit ce matin. Un dernier message. Hein. J'ai vu la même chose avec mon ex. Avec mon ex a connu de moi et est allé dire à son gars que c'est de lui. A conçu de moi et est allé dire à son gars que c'est de lui. Et le bébé me ressemble vraiment. Et je garde le silence pour ne pas gâcher sa vie de couple. Stéphane de Dorbassi. non, mais là, il faudra dire à votre ex de dire la vérité. Voilà. Parce que cet enfant risque de tomber amoureux de votre enfant son demain. frère. Et là, votre descendance sera... Bon, vous êtes décimée. toujours cohérent dans votre ligne. hein. Vous ne Absolument, bougez pas. Et c'est vrai, c'est le risque parce que, et il faut le lui dire à Dorpassi, parce que s'il ne dit rien là, il a ses propres enfants qui pourraient dans la vie un jour se rencontrer, c'est pas n'importe où, et être amoureux. Et on va voir que 2 frères ou 2 sœurs voilà. sont ensemble. Ça veut dire un frère et une sœur sont ensemble. Voilà. Alors, merci pour cette histoire ce matin. Madame, Monsieur, on va tout de suite prendre la suite de cette émission. On va se mettre en colère avec Donald de Briscamgan. À tout de suite. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le paradoxe agricole qu'est le Cameroun. Voici dans un pays qui dispose de plus de 7 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire de vastes parcelles de terre susceptibles d'être mises en valeur, d'être cultivées. Mais où à peine un quart de ces terres sont effectivement valorisées. Voici dans un pays qui dispose de 240 000 hectares de terres irriguées, mais où à peine 33 000 hectares sont irrigués. Voici dans un pays qui connaît la plupart des climats et reliefs du monde, et donc une diversité agroécologique rarement égalable. 5 grandes zones écologiques. La zone sahélienne, globalement constituée du Grand Nord, avec des terres et des conditions climatiques incroyablement favorables aux cultures de rente et céréalières, coton, mil, sorgho, maïs, arachide, oignons et même du riz. Une zone de savane dans l'Adamawa et une partie du centre, avec de vastes potentialités de cultures de rente et vivrières. Cacao, arachide, mil, manioc. Une zone forestière. Une partie du centre, le sud et l'est,
avec d'immenses conditions climatiques et de relief favorables, aux cultures de rente et vivrières, cacao, plantain, maïs, manioc, canne à sucre, ajouter de l'huile de palme, une zone de mangrove avec des régions du littoral et du sud-ouest. Mettez-y des produits de rente et maraîchers, aucun problème. Cacao, huile de palme, banane, plantain, café, fruits de toutes sortes. Une zone des hauts plateaux avec les régions de l'ouest et du nord-ouest. Pratiquez-y toutes sortes de cultures de rente et maraîchères. La terre vous ouvre les bras. Cacao, café, pommes de terre, haricots, arachides, igname, maïs, divers fruits. En lieu place d'une véritable politique agricole volontariste, soutenue, qui encourage par exemple les jeunes, vivier de main-d'œuvre, une politique ambitieuse, s'appuyant par exemple sur la mécanisation agricole, en vue d'une production à grande échelle pour une exportation éventuelle. Et donner lieu à des exportations avec une plus-value incommensurable sur le produit intérieur brut, une plus-value en termes de création d'emplois. Le Cameroun a choisi, comme dans bien des secteurs, l'option du scandale agricole. À l'occasion du conseil de cabinet du mois de février dernier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, indiquait que le Cameroun a importé pour l'année 2018, tenez-vous tranquille, 632 000 tonnes de riz. En réalité, ce chiffre est relativement stable depuis le début des années 2010. Ces importations qui visent à combler une demande nationale qui n'est couverte qu'à peine 15%. Entre 2015 et 2017, soit en l'espace de 3 ans, le Cameroun a englouti la somme coquette de 508 milliards de francs CFA dans les importations de riz. Sur la même période, 64 milliards de francs CFA ont été gaspillés dans l'importation du sucre. Scandale. Qu'est devenue la fameuse ambition d'autosuffisance alimentaire, brandie à grand renfort de publicité par le régime? Ne posez pas la question aux populations de l'extrême nord, elles risquent de s'énerver. Elles qui sont aux portes d'une crise alimentaire aiguë. Que faut-il de plus à ce pays gâté par la nature? Des hommes et des femmes travailleurs? Que non. Les Camerounais sont des personnes laborieuses. Des potentialités naturelles nous manquent? Certainement pas. C'est la chose qui manque le moins. Que nous manque-t-il? Se demandait Paul Biya dans son discours à la nation en fin d'année 2017. Monsieur le Président, il nous manque des hommes et femmes, des dirigeants visionnaires, patriotes, préoccupés par l'avenir de ce pays et de celui de ces millions de jeunes sans perspective et aux horizons brouillés. À demain. Donald Brice-Kamgan, dans sa colère ce matin, Madame, Messieurs, vous avez commencé par le terme paradoxe. Et oui, c'est un paradoxe puisque le Cameroun, qui est un paradis en termes de terres arables, de terres fertiles et surtout en termes de dynamisme de ces populations, ne peut pas aujourd'hui ne pas atteindre l'autosuffisance alimentaire sur tous les produits que vous avez cités. Ce n'est pas normal. Nous devrions être au-delà de l'autosuffisance alimentaire et exporter à l'extérieur davantage et nourrir davantage certaines populations
dans le continent, sur le continent africain. Donc c'est un paradoxe, vous avez raison de le dire. Pourquoi c'est un paradoxe? C'est à cette question-là que vous vous êtes attelé à répondre au cours de votre chronique ce matin de la Brice Kamga. Alors, bon, Bengal, je commence par vous. Vous évoquiez tout récemment la présence au Cameroun du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui venait un tout petit peu glacer des Camerounais qui, dans leur fierté et leur chauvinisme habituel, pensent que le Cameroun est un pays dont eux seuls savent à quel niveau de développement il se trouve. Mais vous veniez donc, par votre déclaration et votre révélation, dire que le Cameroun aujourd'hui est en train d'accueillir un programme alimentaire mondial comme le Cameroun le faisait pour d'autres pays. À l'époque, on se souvient qu'on envoyait la nourriture en Éthiopie, en Corée du Sud, en Malaisie par exemple. Aujourd'hui, le Cameroun est celui qui reçoit cette aide-là. Absolument, je confirme ce que vous dites en ajoutant ceci. Oui. Le Cameroun non seulement est un pays pauvre, très endetté, est un pays où on meurt de faim. Je répète, le Cameroun est un pays où on meurt de faim. C'est un paradoxe. On est sous assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial depuis au moins 1 an. Les bateaux du Programme alimentaire mondial arrivent au port de Douala. On y accorde la nourriture, mais on l'a caché. On a eu, je pense, en 2017, 4 ou 5 ministres sont allés dans les régions septentrionales du pays. Ils sont rentrés, ils ont refusé de faire un compte rendu aux députés. C'est là depuis 2017. Ça, c'est vrai, je le confirme ici. Donc, le Cameroun est sous-alimenté. Le Cameroun meurt de faim. Ne vous limitez pas à ce que vous venez parce que vous avez 150 francs, vous pouvez acheter une boîte de riz et tout. D'abord, même pour faire le riz sauté, ça devient mauvais. Donc, le chef de l'État, on me l'a dit, il a interpellé Donald Brice dans sa chronique, mais moi je vais aller plus loin, Donald. Il a dit à Ebolova, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Voilà. Et il a fait quoi pour justement que les Camerounais consomment ce qu'ils produisent? C'est lui quand même qui a prêté serment de nous amener vers la prospérité, vers. Donc, c'est tout. 2012, il lance par ses services ce qu'on appelait le projet Agropole. Apparemment, ça devait mobiliser 9,8 milliards de francs. On vous parlait de manioc de 2e génération, de programme banane plantain, de ceci, de cela. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les résultats de cet Agropole de 2012? Non. Non. Est-ce que nous avons les saisons et vous avez réparti le pays? Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Mais est-ce qu'on ne sait pas que lorsque les pluies commencent dans la zone côtière, telle zone est ci, telle zone est là, est-ce qu'il existe un calendrier agricole dans notre pays? Il n'existe plus le calendrier agricole. Ça fait même partie des premières revendications de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire qu'eux avaient un calendrier agricole qui faisait que les tracteurs et autres engins allaient reprofiler les routes lorsque on vous tend. À ce moment, on leur dit non, ces engins doivent aller à Yaoundé. Quand le moment viendra, il faudra dire faire ci et ça. Est-ce que le cacao et le café ont développé nos villages? J'ai dit non, pas du tout. Les cultures de rente. Les cultures de rente. Est-ce que le coton, c'est notre culture? Voilà, donc, on nous a amenés vers des cultures de colonisateurs. Est-ce que le coton était favorable pour les régions du Grand Nord? J'ai dit non. Pourquoi n'a-t-on pas développé le mil, le sorgho, le maïs? Les arachides. Les arachides. Est-ce qu'à l'ouest, pourquoi n'a-t-on pas développé les cultures qui vont? Et lorsque nous autres, nous nous insurgeons contre le chef de l'État, ce n'est pas qu'on a un problème personnel avec lui, mais c'est qu'il a été secrétaire général à la présidence de la République, Premier ministre et président de la République. Ça veut dire qu'en fait que tous les plans quinquennaux, c'est lui qui faisait la dernière lecture avant que le président de la République, Ahidjo, ne valide. Et le plan qu'il a, parce que vous parlez de l'agriculture, que lui-même, le chef de l'État camerounais, a mis, j'allais dire que c'est lui qui a rendu les Camerounais affamés. Ça s'est passé à un remaniement ministériel, moi j'aime les dates, c'était un samedi 18 juin 1983.
il y avait un vaste programme agricole dans tout le pays, notamment dans le Dongamantoum et dans le Dongamantoum et l'Ombui, voilà, et l'Ombui, on avait mobilisé, vous qui aimez les hectares, 72 000 hectares. Et les fonds étaient déjà là, de fonds européens pour le développement. Et Samuel Boa, qui devait encadrer cette envie, il a enlevé du ministère de l'Agriculture ce jour-là. Bon, mettez quelqu'un d'autre pour continuer la même politique. Non, il a dit ça ne continue plus. Le problème, quand vous entendez parler de Bafang et Yabasinkam, et de Yabasi Bafang, qu'est-ce que veut dire ce projet? Peut-être, ou Sodenkam, ou Konjob, vous ne savez pas ce que c'est. Il y avait ce qu'on appelle Service civique national de participation au développement. Il y en avait à Sangchou également. Ça, je vous parle seulement uniquement des projets dont le financement était là. Mais un 18 juin 1983, ils décident que c'est fini. Donc, les Camerounais, comme nous aujourd'hui, je vous donnais les origines, là, pourquoi nous sommes affamés. Oui. Et là, c'est l'Éthiopie qui vient nous donner de l'aide aujourd'hui. Parce que là, il faut le dire. Hein. Et je termine. 1974-1975. Les Malaisiens et les Indonésiens sont venus au Cameroun apprendre la culture de l'huile de palmier à huile. Depuis une quinzaine d'années, ils sont les premiers producteurs mondiaux de l'huile de palme. Et ils nous donnent de l'huile de palme. Quand l'huile de palme que vous achetez là, ça vient de l'Indonésie. L'année dernière, même le Gabon a commencé à nous donner l'huile de palme. Donc, vraiment... Voilà. C'est un véritable paradoxe, comme vous le dites, bon, Bengan, ce matin, on se rend compte évidemment dans quoi nous sommes tombés. Et il y a l'autre question concernant ce paradoxe agricole, c'est l'accès aux terres. C'est une grande question aussi. Oui, absolument. C'est pour ça que j'appréciais tout à l'heure l'action du professeur Nkumvondo. Oui. Les milliardaires et les autorités administratives sont venus s'accaparer de toutes les terres. Et vous voyez le phénomène qui existe dans tous les villages. Hein. C'est comme si les villageois avaient fait une assemblée générale. Vous allez vous rendre compte qu'on est obligé d'importer la main-d'œuvre. Les gens même du village refusent d'aller défricher dans les plantations de ces milliardaires. Alors que nous autres, la petite instruction que j'ai eue jusque là où je me suis arrêté, nous on allait faire les bambins dans les plantations de gens. Et c'est là où on vous donne. Aujourd'hui, les gens ils ne travaillent plus chez ces milliardaires-là. Précisément parce qu'on est venu s'accaparer des terres de leurs ancêtres. Et on leur dit, vous devenez esclaves dans les terres de vos ancêtres. Voilà. Et on voit très bien que beaucoup font de l'exode rural, quittent les villages, puisque les villages ont été, comme vous le voyez en Bécadé. Donc une réforme agraire demande une réforme foncière aussi dans ce pays. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques minutes. À tout de suite. Avec ce jour à l'université de Yaoundé 1 à Yaoundé justement, l'installation de la nouvelle présidente du conseil d'administration de cette université, Madame Suzanne Mengue Zomo, qui est en même temps magistrate hors échelle, conseiller à la Cour suprême, juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha en Tanzanie, alors même que la loi de 2017 régissant les établissements publics parle des incompatibilités. En ces termes, l'article 59 dispose de la fonction de président et de membre de conseil d'administration d'un établissement public sont incompatibles avec celle de parlementaires, de magistrats exerçant auprès d'une juridiction ou de membres du Conseil constitutionnel. On voit très bien que le communiqué signé du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, professeur Jean-Fabien Ndongo, déroule lui-même les fonctions de cette dame. On voit très bien que là, il y a clairement le non-respect de la loi, cette loi de 2017. Comment peut-on construire un pays si ceux qui sont chargés de nous gouverner eux-mêmes ne respectent pas les lois qu'ils se sentent ou qu'elles se sont elles-mêmes prises, qu'on a votées au Parlement et dont le président de la République a promulgué. Donc on se pose les questions sur le respect de nos lois, le non-respect de nos lois, justement, qui commence au sommet, chez ceux d'en haut, comme on dit parfois. Mais également, on se pose une question essentielle ce matin, une question même existentielle.
ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à aller mourir en Europe pour nos vieux. D'ailleurs, Cabral Libi, lors de la récente élection présidentielle, parlait de bons vieux et de mauvais vieux. On se rend compte évidemment que tous ces vieux qui vont mourir à l'étranger aujourd'hui sont en train de montrer une face du Cameroun qui n'est pas acceptable du tout, parce que lorsqu'on voit la récente actualité en termes d'obsèques de ponts du régime, on voit que presque tous sont allés dans les hôpitaux à l'étranger, hôpital américain de Neuilly ou à l'hôpital ou si vous voulez, je le dis parce que c'est important également de le signaler, parce qu'au Cameroun aussi, on a ce type d'hôpitaux, ces centres hospitaliers, c'est ce CHU-là, le CHU de Genève. Donc, comment peut-on admettre que des personnes qui ont plus de 80 ans, au lieu que de rester au Cameroun, recevoir des soins, on va dire, pour se maintenir, choisissent de faire une sorte d'évacuation sanitaire pour aller dépenser l'argent du contribuable camerounais dans des hôpitaux où vous savez que les soins coûtent très très cher. Et ce qui est encore plus révoltant et scandalisant, c'est que ça coûte cher en termes d'évacuation, ça coûte cher en termes de prise en charge, ça coûte encore plus cher en termes de rapatriement des dépouilles sur le sol camerounais. Donc c'est là des pensées comme cela, et on voit très bien que ces pontes du régime qui ont passé toute leur vie, au lieu de doter le Cameroun d'infrastructures dignes de ce nom, on va évidemment en Europe, comme on le voit, mourir là-bas. Alors on va démarrer cette deuxième partie de l'émission. On a été un peu dur, mais c'est normal parce que c'est à la hauteur du ressentiment des Camerounais qui peuvent être, comme on le voit, frustrés de voir que les privilèges sont pour certains, sont pour les mêmes, et que eux ils misèrent dans la pauvreté, on va dire dans la grande misère. Évitez-moi de revenir sur le terme. Alors, on va lire quelques messages, Karine. Allez-y. Les projets et programmes du Minader ne peuvent pas développer notre agriculture car ils sont orientés à plus de 115% vers l'achat de véhicules, l'émission et le carburant, et moins de 10% vers le financement des producteurs. Tokam Alain, agronome, qui nous écrit ce matin. Voilà, c'est un message à M. Bayrobé, qui est le nouveau Minader. Voilà, c'est un message à M. Bayrobé. Oui, allez-y, Karine. Le Cameroun, c'est la honte en matière de la politique agricole. On gaspille énormément d'argent pour l'importation de produits agricoles, alors qu'en juste 3 ans, on peut devenir autosuffisant sur ce plan-là. L'avantage de l'agriculture est qu'elle n'a pas besoin d'un temps long pour réussir. Je veux dire, pour commencer à donner ses fruits. Mokhtar Abbas de Soa. D'accord. Alors, Donald, sur cette colère que vous avez déclamée ce matin, un commentaire supplémentaire? Oui, les chiffres sont scandaleux. La demande nationale en sucre est de 300 000 tonnes par an. C'est quasiment la même taille lorsqu'on prend le secteur du riz, puisque c'est un produit très consommé. Et là-dessus, le Cameroun dépense extrêmement. Pour ces deux produits... Et justement, pour le sucre, une seconde, il faut dire que on avait un temps dans ce pays évoqué d'autres sources de production du sucre. On parlait de la patate, on pourrait tirer dessus la patate, et non plus seulement de la canne à sucre. Absolument. Ouais. Ce projet est mort-né. La demande pour ces deux produits-là au niveau national, c'est 300 000 tonnes. Pour le riz, on est autour de 100 000 tonnes par an. Pour le sucre, 150 000 tonnes, avec une mafia incroyable autour des importations qui sont généralement régulées par des intérêts personnels. On a l'impression même qu'il y a une volonté de ne pas favoriser la production nationale et de s'appuyer sur les fortes importations pour tirer bénéfice pour ceux qui gèrent ce secteur. Il y a cette crise, il y a évidemment la question annexe de l'accès aux terres. Si vous parcourez la presse de ce matin, vous voyez qu'il y a au moins 2 ou 3 sujets sur des conflits fonciers dans les périphéries comme en centre urbain. Les grandes firmes internationales, les personnalités sont accaparées des terres qui auraient pu bénéficier aux jeunes qui n'attendent que des mesures incitatives pour se lancer dans le secteur agricole, qui pourra absorber un bon nombre d'entre eux qui sont au chômage. Contrairement à ce qu'on sera attendu, le gouvernement clame des discours sans qu'aucune action cohérente
et volontarisme de s'observer sur le terrain, c'est dommage. D'accord. Dominique Audrey, sur cette question, votre lecture? Oui, ma lecture c'est que quoi? Il y a quelques années, la tête de l'État, il nous a demandé d'oser. D'oser, de rentrer au village, de cultiver. Ok, beaucoup ont essayé de se lancer dans cette activité-là, mais il fallait également qu'on ait des mesures d'accompagnement. Je connais quelqu'un qui travaille, qui fait par exemple des champs et autres. Lorsqu'il y a des productions, on achemine ça par où? Quand on finit de produire et qu'on a même eu des cultures et autres, il n'y a pas de moyen d'acheminement. C'est ça le véritable problème. Oui, il n'y a pas de route qui relie les villages et les villes, les villages et les marchés. Donc ça nous sert quasiment à rien d'avoir des cultures aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de consommer du riz qui devient de mauvaise qualité, d'abord parce que vraiment on n'a plus le choix. Oui. Il n'y a pas de manioc. Rendez-vous compte que le Gabon nous donne de l'huile rouge. Si on avait l'huile rouge ici, on a des sociétés qui pouvaient encore utiliser ça pour faire des savonneries, si je ne me trompe pas. Donc, je dis tous les jours qu'il y a vraiment, si on continue même encore d'attendre quelque chose de toutes ces personnes qui nous doivent, on doit être en vie, on doit pouvoir vivre, on doit pouvoir exister. On en a ras la casquette, on est fatigué tous les jours de se plaindre, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, même la nourriture, ne nous donnez pas le courant, mais donnez-nous à manger. Comment on fait pour vivre dans ce pays? Pour conforter votre analyse, je voudrais juste dire que, est-ce que vous trouvez normal qu'au Cameroun, en 2019, qu'on n'ait toujours pas d'autoroute dans un pays comme le Cameroun? Nous sommes, oui, c'est vrai, vous êtes surpris. Au Cameroun, on n'a toujours pas d'autoroute dans ce pays. Il faut le dire, les Camerounais qui parfois, par chauvinisme, disent que. Je rappelle qu'il y a un projet de construction d'autoroute qui n'est pas fini. Ouais. Entre Simalène et Yaoundé. Depuis 2004. Parce que le Cameroun n'arrive pas à donner sa participation qui est de 15% dans cette autoroute. Donc ça veut dire que quand bien même nous aurons toutes ces cultures-là, comment on les achemine vers les centres de consommation? Ça pourrit. Voilà, donc c'est pour dire qu'aller à Konjok par exemple, vous allez vous rendre compte que là-bas, il y a des cultures qui pourrissent là-bas. Il n'y a pas seulement la Konjok, il y a également dans les villages à l'ouest du Cameroun, un peu partout au Cameroun. Allez-y, vous trouverez des cultures vivrières, mais il n'y a pas de route pour les acheminer. D'ailleurs, il y a une image actuellement qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est une image ASE où on voit un camion qui s'est renversé sur un pont de fortune. Et je peux vous dire que là-bas, il y a également des cultures. Mais malheureusement, comment on va acheminer les cultures de ces zones-là pour la ville? Donc, toutes les grandes questions qu'on pourrait se poser, et c'est malheureux parce que c'est là le baromètre de l'échec patent de nos dirigeants depuis plusieurs décennies. Vous avez la localité de Yagua, dans le maillot d'Anna, je crois bien, dans l'extrême nord, où des Camerounais cultivent du riz, mais quel est l'accompagnement qui leur est donné, réservé par les pouvoirs publics? La question de l'électrification des zones rurales, pour les rendre... Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour des jeunes de s'installer en zone rurale s'il n'y a pas le réseau téléphone. Pas seulement pour les jeunes, pour tout Camerounais, pour tout citoyen du 21e, c'est de s'installer dans une zone où il n'y a pas d'accès en termes de route, il n'y a pas d'accès de réseau, en termes de réseau de téléphone, pas de réseau d'électricité. C'est compliqué. Ça s'appelle des mesures incitatives pour faire venir les jeunes dans les zones rurales. Tout à fait. Je rappelle évidemment qu'il y a, quand on dit Minader, dans Minader, il n'y a pas seulement agriculture, il y a également développement rural. Donc c'est pour dire qu'au départ, ça avait été bien pensé qu'il fallait justement ajouter une forme de ruralité. Vous ne faites pas bien de le dire. Justement, les projets que j'ai énumérés tout à l'heure, que ce soit à Sanchou, à le Dongamantoumla, le Mboui ou dans le Kam à l'époque, tous les programmes sont des programmes intégrés. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure de lutte contre l'exode rural. Comment maintenir les jeunes dans ces populations-là? Comment, et c'est le centre universitaire de Ngaoundéré, qu'on avait appelé, qui est devenu l'université de Ngaoundéré, devait former à partir des techniciens supérieurs dans l'agro-industrie, donc la transformation. On avait le centre universitaire de Tchang, qui est devenu l'université de Tchang, qui avait formé les ingénieurs agronomes et tout. Il y en avait à Dibombari, l'école d'agriculture de Dibombari, il y en avait à Balmayo, il y en avait un peu partout. Donc,
On formait donc les gens à tous les niveaux et les maintenir dans des situations terribles. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qui était justifiée par la mise en place des comices agro-pastoraux. Donc, on devait chaque fois lier chaque chef de département à chaque chef de région. On l'appelait province à l'époque. L'autre programme intégré, c'était de lier chaque chef-lieu d'arrondissement à chaque chef-lieu de département. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mais c'était des programmes intégrés qui intégraient même la communication avec Intelcam à l'époque, qui est devenu Camtel aujourd'hui, ainsi de suite. D'accord. Ok. Un petit mot, Karine, sur cette thématique pour qu'on termine définitivement. Au final, tout ce qu'on a dit ici, c'est que toutes les régions du Cameroun ont des potentiels. C'est-à-dire que ce soit en termes climatiques ou bien dans le cadre du relief. Chaque région du Cameroun a des particularités agricoles. Absolument. Et on remarque que dans le sud, par exemple, c'est favorable à quoi? Cacao, manioc, macabo et autres. Et à l'ouest, par exemple, il y a plusieurs cultures comme les choux, tout ce qui est frais, tomates et autres. Les spécialistes parlent de 4 grandes zones. Voilà. Et au nord, vous voyez que c'est maïs, sorgho, mil et autres. Donc, le Cameroun est formé de manière à ce que si les Camerounais, si nous avions été gérés de manière à ce qu'on pouvait manger ce que nous on produisait, je vous assure, même la cuillère du voisin n'entrerait pas chez nous. Vous voyez qu'on importe du sucre venant du Nigeria. À un moment donné, ça a fait tout un tollé au niveau de la presse parce que non, les Camerounais disaient que non, le sucre n'est pas de bonne qualité et ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois, même vous voyez sur des produits qu'on vous donne que parfois c'est pas de bonne qualité, parfois c'est périmé. Et vous voyez, le ministre du Commerce, qu'est-ce qu'on a saisi récemment? Toujours des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont de mauvaise qualité. Imaginez-vous. D'accord. Alors, on va s'arrêter là. Comment évoquer ce projet, ce problème, sans évoquer la question des détournements de fonds qui sont orientés vers les petits agriculteurs, les petits entrepreneurs agricoles, comme on les appelle. Je rappelle qu'il y a un projet maïs logé au ministère de l'Agriculture. Récemment, les institutions de lutte contre la corruption ont révélé que ce projet a connu des détournements de plusieurs millions de francs CFA. Le responsable a été arrêté. On ne sait pas où le dossier judiciaire est. Le projet Banane Plantée a également connu de nombreux problèmes de détournement de fonds publics. D'accord. On est englué, on est en plein trempé dedans. Ça s'appelle mauvaise gouvernance. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette thématique. Rentrez tout de suite dans la revue des réseaux sociaux. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a un élément qui va être dans cette revue qui va se rattacher à ce qu'on vient de dire là maintenant. Les sujets, comme vous le savez, ont toujours un lien dans cette émission. Allez-y, Karine. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par le Congrès américain qui, dans la résolution numéro HRES 358 du 116e Congrès américain a dit ceci, a émis plusieurs propositions, mais on a retenu celle d'engager un dialogue élargi sans conditions préalables et faire un effort de foi crédible pour travailler avec les chefs religieux et communautaires de la région anglophone afin de régler les griefs et rechercher des solutions non violentes pour résoudre les conflits et des réformes constitutionnelles susceptibles de protéger les préoccupations des minorités telles que la reconstruction d'un système fédéral. Alors, comme toujours, hein, et c'est avec la gorge nouée que je le dis, les réactions venant de certains Camerounais sont de nature à nous braquer et à nous scandaliser. J'ai reçu dans mon WhatsApp un écrit de Anissé Mani du RDPC. Alors, il nous dit que les résolutions du Congrès américain ne sont pas contraignantes, n'ont pas une force contraignante. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sauf que dans la suite de son propos, je me dis que quand on a dit ça, on doit s'arrêter là, puisque il y a peu de commentaires. Mais il déroule. Il dit que le Congrès américain a pour fonction de faire les lois, de voter si, et que dans aucune de ces fonctions définies, pas la Constitution américaine, il y a de faire des résolutions sur les pays comme le Cameroun. D'abord, c'est un premier élément. Ensuite, il développe en disant qu'il faut faire la différence entre l'ingérence et la médiation. Et que visiblement, ce Congrès américain est en train de faire de l'ingérence.
Et que, en termes d'ingérence, il développe toujours ce que vous connaissez par rapport aux officiers camerounais, l'ingérence dans les affaires d'un État souverain. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, alors que j'étais encore en train de m'interroger sur cette publication, ce message-là, paf, je reçois un autre message, cette fois-là de Alice Sadio de l'AFP, qui écrit dans son titre, elle dit que le Cameroun a lui-même les germes de sa vassalisation. Et elle déroule donc les aspects qui montrent bien que le Cameroun est le premier pays, est le premier qui est allé se faire vassaliser. Elle rappelle que nos dirigeants vont se soigner en Europe, envoient leurs enfants en Europe. Elle rappelle que la guerre contre Boko Haram, on a une coopération militaire avec les Américains et l'Union européenne. Elle rappelle nos rapports avec le FMI et comment on prend l'argent au FMI. Du moins, elle déroule les éléments qui sous-tendent notre vassalisation. Donc, je reçois deux messages différents pour comprendre que cette affaire du Congrès américain, certes, il n'y a pas de force contraignante de dire que les Camerounais doivent revenir à la fédération, mais le débat est ouvert européen et comme toujours, les pistes vont être brouillées sur l'ingérence. On va se focaliser sur l'ingérence et pas sur le fond du sujet. D'abord, dites à M. Mani que Mbambok, lui, il dit que les lois américaines sont contraignantes. Je prends une seule loi. L'American Agricultural Act. Je reprends. American Agricultural Act. C'est une loi prise par le Congrès américain en 1988 qui a abouti à la fermeture ou alors au démantèlement de l'Office national de commercialisation des produits de base au Cameroun, l'ONCPB. Oui. Donc c'est contraignante. Contraignante en ceci que pour les Américains, c'est leur intérêt qui est préservé. Les Américains ont amené l'Union européenne et eux à subventionner leur agriculture de manière sauvage, exagérée. Mais ils demandent au pays ACP de mettre un bémol, de ne pas s'occuper de ces choses-là. Ils vont s'en occuper. Ce n'est pas de la contrainte, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on parlait de contrainte ici, quand on pense que quand ils vont prendre un décret, on verra les B-52 américains qui vont vous dire, si vous ne faites pas ça, on va vous bombarder. Non, ce n'est pas ça. Les Américains ne réagissent pas comme ça. Leur intérêt, pour le cas d'espèce, c'est le golfe de Guinée. Tout le monde le sait. Et les Américains peuvent emporter les troubles, comme il y a eu en Éthiopie, comme c'est le cas au Soudan. On peut mettre le trouble pour qu'eux, ils puissent en bénéficier. Surtout, si les intérêts sont mis en jeu entre les Chinois, l'Union européenne et la France qui conserve son précaré, ils vont tout faire pour avoir... Sauf que lui dit que les Américains... D'abord, il fait la précision que le Conseil, que le Congrès américain qui regroupe la Chambre des représentants et le Sénat n'a pas d'impact sur la politique extérieure qui est réservée à la Maison-Blanche exclusivement. Je lui dis c'est faux. Exclusivement. Et il dit qu'aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas prendre une décision sur un quelconque pays sans froisser la Russie et la Chine. Je n'ai pas dit c'est un long pamphlet. Hein. C'est un long pamphlet. Dites-lui que ce n'est pas vrai. Puisqu'en fait, ils ont un schéma directeur au Cameroun. Nous avons un schéma. Nous pensons que c'est par là où tout le monde passe. Je vous ai dit non. Il connaît bien l'ONCPB. Pourquoi l'Office national de commercialisation des produits de base en est arrivé là? Alors que l'ONCPB prêtait l'argent à l'État pour payer les fonctionnaires. L'ONCPB était actionnaire dans plusieurs entreprises. On est venu la fermer comme ça un beau matin. Donc, c'est contraignant. Et la contrainte, justement, parce que c'est ce que disait M. Paul Fokam-Komonié dans un de ses ouvrages, quand il parle de l'intelligence économique. L'intelligence économique tue plus que les bombardements de B-52. C'est pour ça également qu'un type comme Jean Ziegler, en reprenant un auteur américain, a dit que McNamara a tué plus de gens quand il était à la Banque mondiale que lorsqu'il était secrétaire d'État américain chargé de la défense et créé la guerre au Vietnam. Oui. Donc à la Banque mondiale, il a tué plus de gens. Donc c'est contraignant. Ça veut dire que M. Mani, il ne connaît pas ce qui se passe dans les enjeux économiques aujourd'hui et stratégiques. C'est ça l'intelligence économique. Donc les Américains vous tuent. Lorsque vous pensez qu'ils vont demander aux Nations Unies ils vont venir vous tuer. Nous leur avons donné
le nickel et le cobalt qui sont à Lomé. Et le Cameroun a le deuxième réserve au monde. Ça nous rapporte quoi? Précisément parce que les Américains ont dit, nous ne faisons pas de transfert de technologie. Ce n'est pas tuer les gens. Est-ce que la population de Lomé profite? Je ne parle pas de nous autres. Est-ce que la population de Lomé profite du cobalt et du nickel que les Américains de Jovic et ça sont en train d'exploiter là-bas depuis 2003? Rien du tout. Ce n'est pas tuer les gens. Donc, en fait, disait M. Mani donc ça veut dire qu'au final... C'est même plus grave. Donc, ça veut dire qu'au final, une résolution du Congrès américain, on devrait la prendre au sérieux. Absolument. Et en plus, ils ont insisté sur nous. Ils veulent le renforcement des institutions. Et là, ils ne voient pas. Parce que dans ces résolutions politiques, quand les Américains regardent, ils observent l'Assemblée nationale qui ne veut rien faire, le Sénat qui ne veut rien faire, le gouvernement même, un certain nombre de me dit, mais les Camerounais, en fait, ils dorment. À ce moment, nous voulons prendre le golfe de Guinée. Les Chinois sont en train de nous dévancer sur le terrain. On fait comment? On commence donc une guerre économique qui va nous amener au fond du gouffre. Lorsque vous allez attendre que, ah oui, le Congrès veut, le Conseil de sécurité, les Américains m'ont envoyé une résolution on va attendre, vous serez là et seront déjà dans nos murs. C'est justement ce qui s'est passé lorsque le chef de l'État, le 14 août 1986, avait présenté le 6e plan quinquennal à l'Assemblée. Son ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, était venu pour dire non au FMI, parce que le président avait dit non au FMI. Il a dit, les mesures du FMI sont des mesures de cheval. Aucun pays qui s'y est engagé n'est sorti de l'auberge. Vous verrez ça dans Cameroun Tribune, dans cette période-là. Donc, et après, c'est le même Sadou Ayatou, ministre des Finances, qui est venu dire, ah donc, de toutes les manières, puisque nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies, y compris ces institutions spécialisées, nous sommes même avec le FMI, voilà. Et nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, les mesures... Et il faut expliquer que le FMI et le Banque mondiale siègent où? Ah, voilà. Là-bas. Qui sont les principaux actionnaires? Voilà. Qui sont les principaux actionnaires? D'accord. Et je termine en disant que lui-même, Mani, vous avez bien fait de dire qu'il est militant du RDPC. Ça veut dire qu'il ne comprend pas les discours de son président national. Le chef de l'État ne cesse de rappeler depuis 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, et le 10 février 2018 également, en nous interpellant en disant certains pays sont entrés dans l'isolationnisme en pratiquant la politique de la mondialisation néolibérale. Ils nous interpellent. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle consensus de Washington, les 10 points de consensus de Washington sont bien encadrés par ce que vous appelez mondialisation. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Donald, sur cette résolution du Congrès américain qui demande la restauration de la fédération, de la forme fédérale, du système fédéral au Cameroun. Alors là, c'était évidemment les enjeux. Maintenant, sur le fond, ce que demande le Congrès et que Karine Sontien nous a relayé ce matin, vous dites quoi? Bon, moi d'abord, le discours souverainiste que porte le gouvernement ne tient pas. Ça ne tient pas parce que, bon, on me rappelait tout à l'heure l'immobilisme des institutions qui auraient dû fonctionner efficacement et donc permettre que l'on n'arrive pas à la situation d'enlisement actuel. Le Parlement qui a attendu une résolution de son Parlement, de son pendant européen pour réagir, le gouvernement lui-même qui est resté faucon et qui a annoncé un dialogue qu'on ne voit pas. Donc ce discours souverainiste, il ne tient pas. Deuxième chose, je pense qu'au Congrès américain, comme la plupart des institutions internationales, s'agacent un peu de cet immobilisme au Cameroun, des autorités camerounaises qui restent à une ligne dure qui n'est plus forcément dans les discours, mais dans le silence. Vous avez un dialogue qui est annoncé et c'est un État étranger, la Suisse, qui vous annonce que nous sommes en concertation avec les acteurs politiques de votre pays sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est quand même un véritable scandale. Jusqu'aujourd'hui, aucun officiel camerounais n'a pris la parole pour vous dire la Suisse nous propose ceci, nous sommes à tel niveau de négociation pour tel objectif. C'est le règne du flou, du silence et du pourrissement. Donc, cette résolution du Parlement, du Congrès américain, nous conforte dans l'idée que cette situation... Mais est-ce que c'est faisable de revenir au fédéralisme?
Pourquoi pas? J'estime que c'est un pavé jeté dans la mare. Toutes les propositions doivent être mises sur la table. Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir? Je ne vous coupe pas, Donald, permettez une seconde. Les Américains ont proposé que les autorités camerounaises explorent davantage la voie émise par les autorités religieuses. Donc, ils ont aussi émis cette idée. Alors. Non, je dis, je veux dire que, je veux bien comprendre que le Congrès américain, comme parfois, comme toujours, demande aux Camerounais de se parler, de dialoguer. Absolument. Mais sauf que cette fois-ci, il demande clairement l'option, la solution pour ce problème. Il dit fédéralisme. Alors qu'au Cameroun, le débat n'est pas encore tranché entre ceux qui veulent qu'on reste les Américains ont un ambassadeur chez nous qui a pris position. Son patron, sous-secrétaire Tibor Nagui est venu, il lui a donné ce que eux, il semble ce qu'on dit dans le jargon comme étant des câbles diplomatiques. Dans les câbles diplomatiques américains, il est dit que les populations camerounaises sont en majorité favorables au fédéralisme. Et surtout, dans ces régions-là. On a également cité le Social Democratic Front également qui, semble-t-il, a commencé à parler du fédéralisme en 1997. Donc, maintenant, fédéralisme 2 États, 3, 4, 5, c'est un problème camerounais. Mais au moins, le principe, les câbles américains ne tergiversent plus. Dominique. Je crois qu'on en arrive à cette situation parce que les autorités on manifeste une sorte de désinvolture quitte à la résolution du problème. Aujourd'hui, on a en face des pays qui peuvent se lever et donner leur avis par rapport à ce qui se passe. Ils le font à raison parce que jusqu'ici, rien n'est fait pour que nos problèmes internes se règlent. On a deux parties. Une partie qui veut la séparation, l'autre partie qui ne veut quasiment rien, puisqu'on a encore le ministre qui disait sur une chaîne étrangère que la forme de l'État ne se discute pas. Quand on a donc deux parties comme ça, qui ne sont même pas prêts à s'asseoir d'abord pour se regarder dans les yeux, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc maintenant, je pense qu'il est encore temps. Il n'est pas question qu'on ait des forces étrangères qui viennent nous imposer quoi que ce soit dans notre pays. Donc vraiment pour le bien de tout le monde, de notre postérité, parce que tout le monde a envie de construire, d'avoir un bel avenir. Il est temps, vraiment temps, de prendre les choses à bras-le-corps. On va terminer avec l'autre information ce matin, Karine. Alors, je vous parlais à l'introduction d'une vidéo qui fait le tour de la toile et qui met en évidence une femme qui est visiblement maltraitée. Et on entend une voix qui laisse entendre que le ministre Mbargamboa faisait chasser son épouse et ses enfants du domicile familial. Que s'est-il réellement passé? Il s'agit d'une question religieuse. Un pasteur d'une église de Réveil se serait rapproché de la femme de ce ministre et avait endoctriné cette femme qui aujourd'hui pense que son mari est une mauvaise personne. Je ne vais pas utiliser le mot ici. Et au final, il s'avère que le ministre a seulement voulu mettre hors de sa maison ce pasteur-là. Alors, vraiment, en gros, pour parler comme au quartier, il s'agit d'un chauffeur qui a amené la femme du ministre dans une affaire de pasteur et d'église réveillée. Et le pasteur, comme toujours, ils ont dit que le ministre est dans la sorcellerie et que si cette femme continue à être là-bas, elle va être tuée, vraiment, en gros. Et maintenant, le ministre a vu ça, il veut donc couper le lien ombilical qui lie sa femme avec le pasteur, c'est son chauffeur. Et on a voulu expliquer le chauffeur. Le chauffeur a dit qu'il ne bouge pas parce qu'il est il a été recruté par la dame. Voilà. Bon, c'est ça pour Bengal. Absolument. Donc dire que tout ce qui est dit après, c'est vraiment... Le ministre Mbargamboa n'a jamais cherché à expulser son épouse de la maison. Ça, jamais. Jamais. Ce n'est pas vrai. Oui. Il ne l'a jamais fait. Il a licencié le chauffeur. Et le chauffeur a dit qu'il n'est pas là pour lui, il est pour madame, au service de madame, désormais. On a donc appelé, parce que lui, il ne peut pas aller bagarrer avec un chauffeur. Il l'appelle justement, et je pense que moi, je le soutiens dans cette initiative-là. C'était les forces de maintien de l'ordre pour enlever le chauffeur. Et madame voulait donc pas, on a plutôt maîtrisé madame à la maison. On n'a jamais été question ni de brutaliser son épouse ou sa fille, ni encore moins de la chasser de la maison.
Mais voilà. c'est vous qui allez chez Dieu, là. Voilà les hommes de Dieu qui nous terrorisent. Mais, bon, pourquoi pour vous, c'est pas un fait divers? Non, ce n'est pas un fait divers parce que il y a une politique dans ce pays qui a voulu qu'on nous amène dans des divertissements tels que les églises de réveil. On se réveille, on dormait, on ne dormait pas. Les églises de réveil pour nous détourner des vrais sujets. Voilà que ça commence. Vous étiez déjà éveillés. Oui, on était déjà éveillés. La preuve, presque toutes nos familles vivent ça. Et les appâts, c'est les femmes. On prend votre femme, voilà un ministre. Il a plus de 50 ans de mariage. C'est aujourd'hui qu'il va expulser son époux de cette manière-là. Et c'est Dieu qui a dit ça. Votre Dieu des églises, là, vraiment, il faut l'enlever du Cameroun. D'accord. Alors, Donald Brice, doit-on considérer cet fait comme un fait divers? Il y a quelques années, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à l'époque, René Manuel Sadi, nous a dit que le Cameroun compte une quarantaine de congrégations religieuses autorisées à fonctionner. Le gouvernement avait annoncé à l'époque une campagne de fermeture des églises non autorisées et en majorité dans des églises dites de réveil. C'était à la veille, je crois, de la présidentielle des municipales et législatives de 2013, je crois. On attend cette campagne qui n'est jamais arrivée. Apparemment, le gouvernement avait reculé face aux enjeux électoralistes de l'époque. Donc ça a pu créer... Enjeu, vous dites électoraliste. Électoraliste. Oui, ça a pu créer une situation inconfortable à la veille de ces échéances électorales. Ils ont donc peur de quoi? En dehors de Franklin D. Ford, qui se dirait religieux, est-ce que comment? Il a eu combien? Nous sommes donc noyés dans l'illégalité, d'une part, et dans une crise de la foi, mais aussi dans l'arnaque autour de la foi, aux yeux au-dessus de tout le monde. Et les membres du gouvernement, même si on est ministre chargé de mission à la présidence, on n'en est pas épargné. D'accord. Vous parlez du ministre Bagabois. Oui. Il n'est pas épargné. D'accord. Donald Brice Kamga. Merci Karine pour cette revue. On va prendre tout de suite Consilamine. Encore 5 jours de double réduction spéciale au magasin 1001 tapis d'Akoa. Profitez des meilleurs prix avec le concept Salaka. Et Consilamine avec bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka du côté bien sûr de Marois qui admirent le concept Salaka. Alors je reviens spécialement 2 fois la semaine. On a communiqué mardi sur le magasin 1001 tapis. Nous revenons encore jeudi pour essayer d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, de tous ceux-là qui ont besoin des articles de qualité. Vous avez encore comme ça 5 jours. Oui, je dis bien 5 jours jusqu'au 31 juillet 2000, bien sûr 2000, c'est-à-dire 2019. Vous aurez donc l'occasion de pouvoir acheter des articles de qualité au magasin 1001 tapis. On peut d'ailleurs le constater, la double réduction était prévue jusqu'au 21 juillet. Vous aviez demandé, on l'a prolongé uniquement pour les retardataires, uniquement pour ceux-là qui n'avaient pas encore de l'argent, uniquement pour ceux-là qui étaient en déplacement. Vous avez encore 5 jours pour acheter la qualité et rien que la qualité au magasin 1001 tapis. Et je rappelle également que ceux qui n'auront peut-être pas la possibilité de passer dans notre magasin pourront tout simplement appeler dès à présent et d'être parmi ceux-là qui vont pouvoir acheter même après le 31 juillet à la double réduction. Il suffira tout simplement d'appeler et de dire que je passerai le 2, je passerai le 5, je passerai le 10 août. Vous serez enregistré et quand vous allez venir, vous allez bénéficier des mêmes prix de la double réduction à condition de commander dès à présent. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les paiements par tranche du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en face le palais d'Ika. C'est à Aqua et nulle part ailleurs. Nous allons tout de suite commencer la vente par ces robots mixeurs. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Il n'y a plus assez de robots mixeurs. Donc ceux qui ont besoin d'un robot mixeur à 11 000 francs, c'est l'occasion de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer la commande dès à présent. Vous avez encore 5 jours, chers téléspectateurs. C'est un robot mixeur neuf. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 tapis.
Je dis, rien qu'au magasin 1001 tapis, les tapis de prière de qualité supérieure, vous les avez à 1000 francs au lieu bien sûr de 4000. C'est l'occasion d'en acheter assez, que ce soit pour les mosquées, que ce soit pour, c'est-à-dire pour la maison, et même également ceux qui nous regardent un peu partout, on peut acheter ces tapis et les revendre par la suite. À côté bien sûr des tapis de prière, vous avez des bouloirs électriques, vous les avez à 6500. C'est des bouloirs de près de 2 litres. C'est en inox. C'est avec garantie. Ça ne consomme pas assez d'énergie. Elles sont neuves dans le carton. Vous les avez à 6500 francs parce qu'après la double réduction, ça coûtera 7500. Mais si vous appelez et si vous commandez jusqu'au 31 juillet, vous allez bénéficier de cette double réduction. À côté, bien sûr, des bouloirs, vous avez des cuiseurs de riz. Et parlant de ce cuiseur de riz, tous ceux qui vont l'acheter vont recevoir 1 kg de riz parfumé. Question de tester son cuiseur de riz. C'est un cuiseur de riz double fonction. On peut préparer les ignames et faire son riz en bas. On peut préparer la patate et faire également le riz dans le même cuiseur de riz. Vous l'avez à 25 000 au lieu de 60 000 francs comme partout ailleurs. Les ordinateurs complets, vous les avez à 40 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un ordinateur complet de qualité supérieure, vous l'avez à 40 000 francs au magasin 1001 tapis. Des régulateurs de tension numérique de qualité supérieure, vous les avez à partir de 14 000 francs. Le magasin est situé en plein cœur d'Aqua, en face le Palais d'Ika. C'est la qualité et rien que la qualité. On a également des couvre-bouteilles. Vous les avez à 1500 francs. 3 couvre-bouteilles. Oui, chacun de nous devrait l'avoir à la maison. On ne sait jamais. On peut avoir des invités. On a ouvert un vin. On ne l'a pas terminé. Que de le laisser ouvrir. On peut le couvrir avec des couvre-bouteilles de qualité supérieure. Vous les avez à 1500 francs. Des rallonges. Regardez bien cette rallonge. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on voit un peu partout. C'est des rallonges d'origine. Vous les avez à 4000 francs au lieu de 5000 jusqu'au 31 juillet 2019. Des rallonges de qualité supérieure à 4000 francs. C'est avec garantie, bien entendu. À côté, bien sûr, des rallonges, vous avez un laptop Core i5 de marque HP. Alors là, c'est la totale. Les étudiants, les ingénieurs, les infographes, les topographes, chacun devrait l'avoir. Vous recherchez un laptop de qualité supérieure, un Core i5, vous l'avez à 115 000. Des clés USB 32 gigas. Aïe, 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 aïe. C'est des clés USB qui sont dotées d'un système de sécurité. Ça, je vous le dis, chers téléspectateurs, c'est une clé de 32 gigas. Vous l'avez à 8500 francs. Elle est neuve dans le carton. Un robot mixeur Debol avec une particularité d'avoir un petit passoire et plusieurs lames. Vous l'avez à 17 000 francs au lieu de 19 000. Le même robot mixeur, vous le retrouverez ailleurs à plus de 30 000 francs. Des imprimantes neuves dans le carton. Vous les avez à 33 000. Une magnifique imprimante 3 en 1. Elle saisit, elle photocopie, elle scanne. Vous l'avez à 33 000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un grand fer à vapeur. Oh là 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 là. Le fer à vapeur, si, hein. Dès que ça voit seulement la vie à distance comme ça, ça a déjà dépassé. Essayez, vous verrez. Il y a 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Ce fer à vapeur est doté, bien sûr, d'un long fil. On peut être dans la chambre et repasser au salon. Vous l'avez à 12 000. La suite nous conduit à un ordinateur complet de retour. Vous l'avez donc à 45 000 francs. À 40 000 francs dans votre côté du magasin 1001 tapis. Des ordinateurs complets de qualité supérieure à 40 000. Profitez au maximum de cette double réduction. Des lustres à partir de 25 000 francs, 30 000 francs, 40 000 francs. C'est du côté du magasin 1001 tapis pour embellir la maison, pour embellir le bureau. À côté bien sûr des lustres, on parle bien entendu de plus en plus d'un laptop Pentium M. On a gardé le meilleur pour la fin. Vous l'avez à 45 000 francs. C'est le laptop. Il a un lecteur DVD. Il a le Wi-Fi. Il a bien entendu plusieurs autres applications. Vous l'avez bien entendu à 45 000. Je rappelle à tous les téléspectateurs, vous avez encore jusqu'au 31 juillet pour acheter la qualité et rien que la qualité. Commandez-les à présent. Venez au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Nous faisons des livraisons à domicile. Vous êtes à Marois, à Garoua, Okay. à Mandéré. Appelez là. Vous ne serez pas déçus parce que Salaka, c'est la qualité. Tatane. La qualité.
Tatane. Voilà. Merci beaucoup, Consti David. Merci infiniment. Alors, on va reprendre un air grave pour dire qu'on nous annonce à l'instant le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Il meurt à l'âge de 92 ans, donc de suite d'un grave malaise. Il a été admis hier dans un hôpital. Vous savez où? Tout à l'heure, quand j'évoquais de Tunis, en Tunisie. Il est mort dans son pays. Pendant que chez nous, nos vieux vont mourir, soit en Afrique du Sud, soit en France ou en Suisse. Vous voyez comment des pays fonctionnent? Je dis la Tunisie, c'est pas un pays, on parle de la Tunisie. Au début de l'émission, j'évoquais justement où meurent nos vieux. Nos vieux meurent à l'étranger et nos... En 1957, lorsque le président Bourguiba déclare l'indépendance de la Tunisie, il avait dit ceci: nous n'avons ni sous-sol riche, ni quoi que ce soit, nous n'avons que le tourisme que nous allons transformer en industrie. Et il avait donc fait ceci: tous ceux qui sont ingénieurs, regroupez-vous en 2 ou 3, les médecins 2 ou 3, vous êtes exonérés des taxes pendant 5 ans. Et il leur donnait des marchés d'autorité. Et vous voyez que la Tunisie a été développée par le tourisme. Voilà, tout comme l'Égypte. Tout comme l'Égypte. Alors, vous voyez, là, quand on parle de nos vieux qui, à plus de 80 ans, vont se soigner à l'étranger, personne là encore ne parle d'ingérence. Hein. Personne ne dit que la Suisse ou la France ingère dans la santé de nos dirigeants. Personne ne dit ça, malheureusement. On va juste dire que cette manière de voir le pays a double sens. Quand ça nous arrange, quand même, commence un tout petit peu à être un peu trop flagrant. Il est important pour nous de le rappeler à l'heure où on voit que le président tunisien meurt dans son pays. Ces discours sur la souveraineté, aujourd'hui dans le monde, il n'y a plus vraiment aucun pays véritablement souverain. La souveraineté aujourd'hui est très relative. Même les pays, les puissances mondiales comme les États-Unis, la France, la Chine, sont des pays où la souveraineté dépend des enjeux géostratégiques, des intérêts en jeu des autres puissances. D'accord. D'ailleurs, l'élection américaine, on a dit que la Russie a certainement été impliquée. Ça n'a aucun sens, ce discours sur la souveraineté. D'accord. Très bien. On va tout de suite prendre la rubrique interpellation de ce matin, madame, monsieur. Comme chaque matin, on va regarder l'élément qui a été préparé pour nous par Cédric Chouna et ensuite retour sur ce plateau pour un petit commentaire. À tout de suite. Pour le développement et le progrès de notre pays, vraiment, il faut vraiment une réconciliation sincère. Il faut que le gouvernement camerounais essaie de faire la réconciliation avec tous les membres des gens qu'on a pu arrêter et les faire sortir pour essayer de voir si ça peut changer la situation. Parce que le pays traverse des moments difficiles. Et je pense que si le gouvernement pouvait aussi serrer le cœur et essayer de comprendre au moins ce que certains des gens parlent pour voir si vraiment, avant que ça ne le dépasse, que lui-même il a essayé vraiment de vouloir vraiment retirer tous les prisonniers, mettre dehors et faire un dialogue. C'est avec eux qu'on peut dialoguer. Ce n'est pas d'aller là-bas chercher. C'est plutôt les gens qui sont à l'intérieur qu'on peut dialoguer avec eux. On sort, on s'assoit sur une table, on discute un problème familial parce que tout ce qui est au Cameroun, c'est familial. Ce n'est pas à un étranger, c'est chez nous. Et je pense que c'est avec ça, le gouvernement peut vraiment s'en sortir avec toutes ces choses-là. Bon, c'est ça qui peut amener le développement et le progrès. Puisque si les gens sont enfermés et que les haines sont dans le cœur des gens qu'on a arrêté, ma famille, on a mis dedans, comment je peux avoir la paix quand ils sont à l'intérieur? Ce n'est pas facile. Le gouvernement doit un peu essayer d'amortir et faire l'effort. Je sais que ce n'est pas facile de faire l'effort. Il les relâche tout. Et il dit que bon, cette fois-ci, je prends un nouvel élan pour dire que bon, si peut-être avant que les choses n'arrivent mauvais, que j'ai essayé quand même. Avant que je pense que c'est ça la meilleure idée. Pourquoi sommes-nous allés chercher des médiateurs très loin? Il a le profil, ce compatriote, d'un excellent médiateur, Obenga, dans ce qu'il dit, dans ses propos. Absolument, oui. Et les gens se proposent. Ndamjoya, je pense, c'était hier ou avant-hier et tout. Tout à fait. Mais toujours est-il que ceci. Le médiateur qui a calmé la situation, il s'appelle bien Paul Biya, quand il était Premier ministre. Comment il a pu mener la négociation en 1979? Le Cameroun était tiraillé dans la guerre qui était avec nos voisins nigérians. Vous avez entendu parler de Biafra, peut-être de général Gowon, de Ojukwu et tout. Et c'est lui qui a eu de dépêche. Et le président Biya, alors Premier ministre, a réussi à calmer la situation. Mais comment il part chercher les médiateurs là où lui-même il a réussi?
hier. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il se dit, je ne peux plus causer avec mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne comprends pas. En tout cas, ça pose un réel problème dans ce pays, parce que lorsque le compatriote dit que ça pourra aider le gouvernement à s'en sortir si l'on libérait les prisonniers politiques, j'ai envie de lui demander, est-ce que le gouvernement camerounais a vraiment envie, honnêtement, sincèrement, au fond de lui-même, de s'en sortir avec cette situation? C'est peut-être ça la vraie question. À se poser la question, est-ce que le gouvernement a vraiment envie de cela? Oui. Donald, Et la question que vous posez est importante. C'est même la question primordiale. La question que vous posez est importante. Et un mot m'a frappé dans l'intervention du compatriote. Il parle de sincérité. Oui. C'est un mot important parce que tout dépend justement de la sincérité des acteurs en présence. Est-ce que le gouvernement a vraiment la volonté d'y arriver? C'est la vraie question. L'Afrique du Sud a trouvé la formule d'un médiateur de la République, puisqu'aujourd'hui, ça marche relativement bien, peu importe les formules, pourvu que nous soyons de bonne foi et que nous pensions à la Et le poste, et ce poste-là, parce que c'est important également de le dire, c'est un poste qui, justement, sert de tampon lorsqu'il y a des problèmes au sein de la structure Afrique du Sud. C'est un poste constitutionnel, hein, parce oui, tout à fait. Absolument. C'est-à-dire qu'on appelle, et c'est une dame qui est là maintenant. Donc le poste de médiateur de la République, qui lorsqu'il y a un souci, comme actuellement le président Ramaphosa est dans les scandales de corruption, c'est cette figure-là qui monte au créneau et essaie un petit peu de ramener tout le monde à l'ordre. Parce que, quoi qu'on dise, dans tout pays, il peut toujours avoir des tiraillements, des désaccords entre institutions. Ça veut dire que quand ça marche bien, on peut se retrouver dans un conflit entre le Parlement et, par exemple, la présidence. Comment on gère donc ça? Dans notre contexte, je crois que ce rôle est dévolu au Conseil constitutionnel, si je ne me trompe. Oui. Sauf que la mise en place du Conseil et la composition du Conseil posent évidemment problème. Je voulais chuter en disant que il y a un débat. J'ai lu un acteur politique de l'opposition qui estime que la formule du médiateur de la République est discutable, n'est pas pertinente, mais c'est un débat qui peut être ouvert sur comment est-ce que nous arrivons à traverser une période critique comme celle-ci. Dit à cet militant politique qu'il doit faire reprendre sa formation politique. D'accord? Dites-lui qu'il doit revisiter l'histoire politique du continent de l'Afrique. Oui. Justement, votre problème que vous avez, one man, one vote, ça n'existe pas. L'Afrique a toujours vécu dans le consensus. Dites-le lui. Donc, justement, c'est ce que vous avez bien fait de relever ça. Le médiateur de la République entre en droite ligne dans la résolution des conflits en Afrique. C'est ce que nous connaissons. Vous connaissez ça? En principe, chaque constitution des États africains devrait intégrer ça comme institution, médiateur de la République. Parce que chez nous, en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. D'accord. Bon, les arguments que ce leader avançait, non, je ne citerai pas son nom, c'est qu'il estime que c'est un poste qui est souvent utilisé par des lobbying, par et que il veut l'arrimer, il veut nous amener dans l'hybridisme. Revisitons l'histoire. Tout est dans la bonne foi, tout est dans la bonne foi des acteurs. Parce que je rappelle toujours que en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Le ministère de l'Intérieur en France est nommé, comme ici, c'est le pendant du ministère de l'administration territoriale. Le ministre de l'Intérieur est nommé en France par le président de la République. Mais vous ne voyez pas de contestation lors des échéances électorales en France parce que les acteurs sont de bonne foi et respectent les lois. En tout cas, en France, ils ont un arsenal institutionnel quand même très développé. C'est ça. Avec un conseil d'État qui a quand même pouvoir revenir sur les décisions du gouvernement. Absolument. Donc, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc, avant qu'on arrive en France, je voulais quand même qu'on prenne date avec nos viewers ce matin pour évoquer ce sujet-là plus amplement de médiateur de la République plus amplement et qu'on comprenne ce que c'est et quel est le vrai pouvoir et comment cette personne-là est nommée en Afrique du Sud. Qu'ils viennent d'abord se retrouver, on vous dira comment nos ancêtres faisaient ça. Nous prenons date, on fera ce sujet-là dans cette émission. On va lire 2 ou 3 messages avant de sortir, Karine. Le système agricole camerounais n'est pas favorable pour la majorité des cultivateurs, surtout ceux